Bonsoir et bienvenue à vous. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le champion de Corse d'échecs, Cyril Humeau. Dans la seconde partie de l'émission, nous retrouverons notre esprit critique Yann pour son portrait anticonformiste de notre invité. Mais tout de suite, c'est notre interview. Bonsoir Cyril Humeau et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir. Demain, à 14h50, sera diffusé sur France 3 VST le deuxième numéro de l'émission Échecs et Maths que vous orchestrez. Et je vous propose d'en regarder un court extrait. Il 15° Corsican Circuit è stata una vera riuscita. 800 giocatori, 1500 spettatori in Bastia a Ajaccio, 40 paesi, a partecipazione di una cinquantina di maestri e gran maestri internazionali, fra quali un campione di un mondo. La logica sportiva è stata rispettata, posto che Viscianand ha battuto in finale uno dei più forti giocatori del mondo, vincitore dell'edizione 2010, Shakhar Mamedyarov. Nel 2011 la corsa ha confermato la sua prima piazza a livello mondiale di numeri di giocatori a capo d'abitante. Con più di 5.000 licenziati, la Lega Corsa di Scacchi è un bel esempio di sviluppo sportivo. C'est une émission très pédagogique et l'objectif est-il aussi finalement de montrer que ce jeu peut susciter de l'intérêt chez le plus grand nombre et que finalement ce n'est pas aussi élitiste que son image veut bien le laisser croire. Alors c'est sûr que l'idée de l'émission est de populariser avant tout le jeu d'échecs, montrer qu'il est accessible à tous, qu'il ne faut pas de grandes connaissances pour y jouer, puisqu'en moyenne on apprend à jouer entre 5 et 15 minutes, je dirais. Les règles du jeu sont assez simples. Après c'est sûr qu'il faut toute une vie, je dirais, pour savoir bien jouer, pour développer son jeu. Mais le jeu d'échecs en lui-même est simple, et donc l'émission est censée montrer justement qu'il est accessible à tous, aux plus jeunes comme aux plus âgés. Et comment se passe votre rôle de présentateur, de passeur de culture presque? Donc l'idée est de présenter, je dirais, des thèmes assez simples, des thèmes échiquiens assez simples, pour justement populariser, démocratiser ce jeu. Donc ça s'adresse aux plus jeunes comme à des gens plus âgés, je dirais. C'est vraiment ouvert à tous. C'est de la transmission de connaissances. Alors au sommaire, demain, le baiser de la mort et la chronique histoire consacrée au très grand Garry Kasparov. Justement, parlez-nous de Kasparov, un véritable ami de la Ligue Corse et une de vos grandes références. Alors c'est sûr que Garry Kasparov, c'est un nom connu de tous, donc champion du monde, très grand joueur, record inégalé. C'est toujours le joueur le mieux classé au monde en tout cas, même si beaucoup de jeunes essayent de le rattraper. Que vous dire d'autre sur sa philosophie un petit peu de joueur d'échecs? C'est un combattant, il va vraiment jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous séduit chez lui? Ce qui me séduit chez lui, c'est, je veux dire, dans ses tournois, il est joué à fond, il se donnait à fond. C'était vraiment le sportif. Je veux dire, il s'entraînait sportivement avant les tournois. C'est vraiment un combattant sur l'échiquier. Ce qui est intéressant aussi, donc Garry Kasparov s'est un petit peu retiré de la compétition il y a 6 ans pour se consacrer, je dirais, à plein d'autres choses, dont une chose qui a un rapport avec la Corse, c'est le développement en fait du jeu d'échecs dans les écoles. Actuellement, c'est son cheval de bataille. Il essaye vraiment de développer en Europe. Je sais qu'il a plusieurs rencontres avec la Commission européenne pour que le jeu d'échecs rentre dans toutes les écoles européennes. Alors justement, on va continuer à parler des écoles. Dans une interview donnée en août 1961 au magazine Times, Bobby Fischer, une autre grande figure des échecs, a déclaré « On n'apprend rien à l'école, c'est juste une perte de temps lorsque l'on a l'âme d'un joueur d'échecs. Vous avez osé aller à l'encontre, et vous avez bien fait, aller à l'encontre de ce grand joueur parce que vous avez jugé nécessaire d'investir le milieu scolaire. » Alors cette déclaration était valable effectivement dans les années 60 aux États-Unis. Ce n'est plus le cas actuellement en Corse. Effectivement, donc la Ligue Corse développe le jeu d'échecs essentiellement dans les écoles primaires, je dirais. Et donc moi, je suis détaché en fait par le rectorat pour développer le jeu d'échecs dans les collèges. Donc j'interviens de la 6e à la 3e et également dans certains lycées qui le souhaitent, donc jusqu'en terminale. La réception chez les jeunes, ils sont ouverts? Alors, le jeune, je dirais, au début, va prendre ça, surtout au primaire, comme un amusement. Pour lui, il va pouvoir, par le biais des échecs, s'amuser en classe. Et puis, petit à petit, en fait,
on passe, je dirais, de l'amusement à l'apprentissage de vraies notions, de réflexion. Pour les plus petits, le tableau à double entrée. On leur apprend à se poser, finalement, on leur apprend à réfléchir avant d'agir. On va s'intéresser à vous, plus particulièrement, à vos 2 titres de champion de Corse, d'échecs. Finalement, comment avez-vous découvert cet univers particulier? Comment j'ai appris à jouer aux échecs? En fait, c'était justement dans le temps scolaire. Dans mon collège, il y avait une activité échecs où on pouvait s'inscrire et on avait 2 heures d'échecs par semaine. Et donc, en tant que débutant complet, j'ai voulu m'initier à cette activité, je dirais. Et c'est devenu une passion très très vite, à mon modeste niveau à l'époque en tout cas. Voilà comment je suis devenu. Votre première grande rencontre? Avec un joueur? Écoutez, c'était en Corse. C'était en Corse où j'ai eu la chance de côtoyer Anatoly Karpov, un autre champion du monde qui est aussi un grand ami de la Corse et qui vient souvent au tournoi organisé à Bastia. Alors, 2 heures quand vous étiez jeune, 2 heures par semaine, mais aujourd'hui, c'est près de 30 heures par semaine, c'est presque compulsif. Le besoin, une nécessité physique de jouer aux échecs. Alors, qui dit passion dit effectivement on se donne dedans. Bon, dans les 30 heures d'échecs, je dirais, de la semaine, il y a aussi beaucoup d'heures d'enseignement. Hein. J'ai 18 heures qui rentrent, je dirais, dans ma notion de professeur, donc à enseigner dans les collèges. Et effectivement, j'arrive à passer à peu près une 12aine d'heures pour moi, pour m'amuser, pour prendre du plaisir justement dans ce jeu. C'est aussi de l'entraînement. Est-ce que, au fond, l'échec, c'est un jeu qui est en constant mouvement? Est-ce qu'on apprend toujours? Est-ce qu'il y a toujours des figures qui sont possibles et qui peuvent être réinventées, inventées au moment même du jeu? Alors c'est un jeu qui, effectivement, qui avance encore, même s'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de théorie. Tout ce qui a été joué, effectivement, est comprimé, je dirais, dans des bases. Mais les forts joueurs actuels arrivent encore à réinventer ce jeu, arrivent à nous sortir des coups extraordinaires dans les ouvertures. Donc oui, c'est un jeu qui est encore en mouvement, je dirais. Vous êtes originaire de Dijon et vous avez déclaré dans les colonnes de notre quotidien Corse Matin « Je suis venu en Corse pour 15 jours et je n'en suis plus parti ». De là est née votre collaboration avec Léo Batteste, finalement une rencontre déterminante pour la suite de votre carrière. Écoutez, Léo Batteste pour moi est quelqu'un d'extraordinaire. Il a développé vraiment le jeu d'échecs pour la jeunesse corse. C'était vraiment dans cette optique pour faire avancer les choses en Corse. Et ça va dans le bon sens puisque on va dire l'enseignement du jeu d'échecs de la Ligue Corse est pris en modèle au niveau de l'Europe, justement par Kasparov dont nous parlons tout à l'heure, pour essayer de faire de même dans toutes les autres écoles européennes. Justement, la Corse, par rapport à sa population, est la région où l'on trouve le plus de licenciés. À quoi attribuez-vous cette réussite assez exceptionnelle? Alors, c'est sûr que la Ligue Corse y est pour beaucoup, hein, ce développement de masse, rentrer dans toutes les écoles, et ensuite finalement en faire des passionnés. Ces enfants viennent au club, et c'est ce qui nous permet d'avoir des chiffres élevés, je dirais, de futurs enfants passionnés. Actuellement, nous avons à peu près 6000 licenciés, ce qui est effectivement énorme en comparaison à l'Île-de-France qui n'en a que 9000. Est-ce qu'un jour, on pourra voir sur notre île éclore des grands maîtres internationaux finalement? Qu'est-ce qu'il vous manque, Cyril Humeau, pour être un grand maître? Écoutez, pour ma part, je pense que ça va être dur de devenir un grand maître. Si j'avais eu le niveau, ça aurait été fait depuis longtemps. Par contre, j'ai foi en tout cas en tous les enfants que j'entraîne et qui sont entraînés par les animateurs de la Ligue, pour que prochainement on ait un titre de maître ou de grand maître aux échecs. Il y a un jeune Corse actuellement qui est assez brillant. Vous en parliez tout à l'heure en coulisses. Alors je pense qu'il y en a 2 qu'on peut noter. Il y a Michael Massogne qui a été champion de France cadet il y a 2 ans et qui est effectivement en phase de devenir maître international aux échecs. Et ensuite nous avons un jeune Ajaxien, Albert Tomasi, qui est champion de France en titre de la catégorie des moins de 8 ans. Et qui est allé au championnat d'Europe où il a fini second ex aequo et ensuite au championnat du monde où là ça s'est un petit peu moins bien passé, mais je veux dire, à 8 ans avoir déjà un tel niveau, moi je ne savais pas jouer, je pense qu'ils ont un avenir très prometteur pour eux. On va poursuivre notre conversation dans la seconde partie de l'émission, mais avant, je vous propose d'accueillir Yann Bénard pour votre portrait anticonformiste. Tout de suite, c'est notre esprit critique. Bonsoir Yann. Bonsoir Philippe. Je vous en prie, installez-vous. Bonsoir Cyril, content d'être là.
C'est vrai, même si... Pour une fois, c'est ça que... Il y avait de ça dans le creux dans votre phrase. Bougez pas, même si... Vous n'avez pas fini. Même si dans ces RNCM, nous recevons habituellement des comédiens, des chanteurs, des artistes, des philosophes. Et cette semaine, un joueur. Un joueur, mesdames, messieurs. Tiens, on va faire une petite parenthèse juste avant, puisqu'on parle de joueurs. Vous connaissez sûrement le célèbre écrivain philosophe autrichien, joueur d'échecs, ami de Freud, donc ça c'est pas très grave, mais un certain Stéphane Zweig. Il connaît. C'est la classe, hein. Qui disait à propos de ce jeu, justement, je vais lire pour pas dire de bêtises, n'est-ce pas déjà les insulter injurieusement que d'appeler les échecs un jeu? Car oui, honnêtement, est-ce vraiment un jeu? Certains comparent plus cela à de la stratégie militaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stratèges de guerre qui, à l'époque, jouaient aux jeux d'échecs. Et j'avoue que moi, quand j'étais jeune, j'avais un peu de mal à comprendre cette passion des échecs. C'est vrai que quand j'étais jeune, moi, il n'y avait pas beaucoup de joueurs d'échecs. Et puis, ceux qui existaient, j'avais pas vraiment envie de les fréquenter. C'est vrai que les joueurs d'échecs, à l'époque, c'était les premiers de la classe. Les premiers, ceux qui étaient dans les premiers rangs, c'était ceux qui faisaient allemand et grec, alors que nous, on avait du mal à faire juste anglais, quoi. C'est ceux qui, à l'internat, passaient leur temps en tête à tête devant un échiquier, alors que nous, on jouait en criant à la belote contrée. C'est vrai que nous, on n'avait pas les mêmes passions. Eux parlaient stratégie, nous, on parlait filles. Eux jouaient aux échecs, ils disaient, nous, on jouait au foot, et ils nous disaient, mais c'est du sport, les échecs. Ouais, ça nous a un peu rigolé, parce que du sport, ceci étant, c'est vrai que depuis 1999, le jeu d'échecs est un sport officiel inscrit au CIO, Comité international olympique, comme le bridge, vous dire. Mais c'est vrai que tout ça, Cyril, c'était avant, quand on était jeune, avant, quand il n'y avait que 300 licenciés en Corse, avant qu'on en ait, vous l'avez dit, presque 6000, avant que notre région devienne la première région au monde en nombre de licenciés par habitant. Il faut le préciser. Et c'est vrai qu'avec, ceci étant, cette démocratisation du jeu, c'est vrai que j'ai réalisé que oui, on joue aux échecs. C'est d'ailleurs l'un des seuls jeux où il n'y a pas de place au hasard. C'est vrai. C'est vrai que jouer aux échecs, développe l'esprit, la combativité, et ce n'est pas rien, la loyauté. C'est vrai que ce n'est pas non plus dans tous les sports. Aujourd'hui, les échecs ne sont pas considérés, il faut le dire, comme le jeu du premier de la classe. Ça a changé. Et si les échecs, ici, entre autres, sont devenus populaires, c'est grâce à cette volonté, à l'envie de certains de faire découvrir cette discipline. Grâce à vous, par exemple, qui avez un peu laissé de côté la techno pour prendre votre bâton de pèlerin. Grâce à ce certain Léo, qui a choisi donc un nouveau combat, grâce aussi évidemment à toutes les personnes qui se donnent au quotidien pour montrer bien que ce n'est pas pour rien qu'on appelle ce jeu le noble jeu. Merci. Grâce bien sûr à toutes ces stars, ces stars de cette discipline qui sont des modèles pour tous ces jeunes que vous côtoyez, même s'il faut leur dire, ils ne deviendront pas tous des champions du monde, des champions de France, ni même des champions de Corse comme vous, mais c'est la règle, c'est vrai, dans les échecs, on peut même dire que les échecs, quelque part, c'est un peu comme le papier photographique, c'est-à-dire que si on n'est pas brillant, on est souvent mat. Mais vous, Cyril, vous qui avez commencé en jouant contre un monsieur de 92 ans et qui avez failli perdre en jouant en finale contre un gamin de 16 ans, vous qui aimez ce jeu, votre plaisir finalement, il est plus grand en gagnant ou en apprenant à tous ces jeunes comment vous battre? C'est une question un peu délicate. En fait, je pense que je n'éprouve pas spécialement de plaisir en gagnant, c'est plus en jouant finalement. Quand on finit champion de Corse, c'est qu'on a envie de gagner. Quand on finit champion de Corse, certes, c'est qu'il y a de la préparation pour battre les adversaires. Les résultats étaient là, étaient au rendez-vous cette année. Donc, mais non, je crois vraiment c'est le côté joueur avant tout, le fait de jouer, du plaisir en jouant. Vous avez déjà formé un jeune qui, au bout du compte, a réussi à vous battre? Non, pas actuellement. Encore. Ça viendra et ce jour-là, on en reparlera. Avec plaisir. C'est la transmission aujourd'hui qui vous semble la chose la plus importante dans votre parcours? Actuellement, oui, en tant que professeur, c'est vraiment l'idée de transmettre finalement mes connaissances aux plus jeunes et justement arriver à ce qu'ils me battent un jour, ça serait l'aboutissement, je dirais, de cette carrière de professeur. Yann parlait dans son portrait du livre, du roman de Stéphane Zweig, Le joueur d'échecs. Alors l'histoire du roman, c'est l'histoire d'un champion d'échecs qui se mesure à un exilé autrichien, le docteur B, qui fut emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a appris à jouer aux échecs tout seul en imaginant son tableau. Est-ce que finalement,
finalement, c'est pas là la clé de la réussite aux échecs. À côté de l'aspect un petit peu rationnel, est-ce qu'il ne faut pas faire preuve d'une grande imagination pour battre son adversaire? Alors c'est sûr que le côté imaginatif, la créativité, ce sont des bonnes vertus pour les échecs, mais nous avons un champion du monde aujourd'hui qui l'a mieux résumé que moi, je dirais, donc Vishy Anand, l'Indien, qui a résumé en fait il n'y a pas de vertu spécifique à avoir pour être un joueur d'échecs. Par contre, jouer aux échecs développe les vertus et les qualités de chacun. C'est comme ça qu'on voit en fait apparaître dans les champions du monde des mathématiciens, des docteurs, mais également des littéraires, des géographes, des historiens. On a vraiment de tout, même des philosophes. Un champion du monde français, Alexandre Alekhine, qui était réputé pour ça, quoi. Si je peux me permettre, puisqu'on cite le champion du monde, c'est vrai que vous l'avez côtoyé, évidemment, c'est quelqu'un de très sympathique. Vous avez connu aussi Karpov et Kasparov, c'est pas le même caractère. Non. Est-ce que ça vous fait quelque chose, cette époque assez ancienne, ceci étant, où les échecs étaient un enjeu politique et où on a vu que la grande Russie faisait tout pour garder ce champion du monde et ils n'avaient pas envie que l'autre le gagne? Alors c'est sûr que la guerre froide a beaucoup aidé au développement des échecs, puisque c'était des enjeux... Les matchs Fischer, Spassky ont été des enjeux suivis par tout le monde. Ça a permis de populariser un petit peu le jeu d'échecs. Et l'école soviétique, effectivement, le besoin de gagner, on est allé loin, jusqu'à inventer des foulures au poignet pour ne pas perdre un titre. Ça a pu arriver. Oui, et également, il faut savoir que les Russes avaient, dans leurs écoles, dans leurs universités, l'option échec. C'était autant que les mathématiques. Nous aussi, à Montésor, il y avait l'option échec. On l'a pas pris tous, hein, il y était. Pour revenir à l'aspect imaginatif du joueur d'échecs, il y a eu un match qui a fait grand bruit. La machine contre l'homme, Kasparov, finalement, qui s'est fait battre de justesse d'ailleurs par la machine, finalement, on voit bien que à ce point de vue-là, sur ce jeu-là, il n'y a pas de grande différence, hein. Actuellement, la machine, effectivement, est au stade où, on va dire, elle fait match nul avec le champion du monde. Et elle gagne légèrement. Elle gagne des fois légèrement. Des fois oui, des fois non. Il faut savoir que tous les gens, on va dire, en dessous du champion du monde, généralement, se font laminer par la machine, hein. Et effectivement, l'évolution des ordinateurs a fait aussi évoluer le jeu d'échecs, hein. Le jeu d'échecs étant un jeu fini, comme les dames, comme le jeu de Go. Donc, à un certain moment, je dirais, quand la machine sera assez puissante, elle aura la bonne solution. Quel est le bon premier coup? Alors, votre venue me permet également de parler de cinéma et de la réédition en DVD d'un film, d'un très grand film de Norman Jewison, L'affaire Thomas Crowe, où il y a une formidable partie d'échecs. Et je propose de regarder cet extrait. Est-ce que les échecs, ce n'est pas l'art de la séduction? C'est sûr que l'affaire Thomas Crowe, je dirais, cette scène du baiser, la plus longue d'ailleurs de l'histoire du cinéma. L'une des plus longues de l'histoire du cinéma. L'une des plus longues, battue récemment, je crois, par un film de Jim Carrey. Exactement. Un comique, oui. Et en fait, ça montre, le jeu d'échecs dans cette scène montre un petit peu la complexité des relations humaines, en tout cas dans ce film. Et d'ailleurs, cette scène est très longue parce que c'est le réalisateur qui, passionné par la musique de Michel Legrand, avait décidé de rallonger cette scène, justement, pour la petite histoire. Est-ce qu'il y a un rapport de force lorsque l'on rencontre un autre joueur? Vous parlez d'intimidation, en fait. Exactement. Oui, quand on est souvent intimidé quand on sent que le joueur est plus fort que soi en face, mais en même temps, moi, je sais que lorsque je rencontre des joueurs plus forts, j'ai envie de bien figurer, donc je donne tout ce que j'ai. Je joue à 100%. Je dirais que toutes mes capacités sont en éveil. Enfin, donc, intimidation, oui, mais avoir peur, bluff, bluff, non, pas trop. Plus au poker que je dirais que c'est le joueur plus fort qui peut bluffer, mais oui. Je vous ai demandé de venir avec un objet culturel et vous n'avez pas hésité. Écoutez, un peu obligé par emmener un petit pion, donc
Alors pourquoi le pion d'échec? Ce que j'aime beaucoup dans le pion, en fait, c'est que c'est la pièce qui a finalement le plus de potentiel, car c'est la pièce la plus petite du jeu, mais qui peut se transformer en n'importe quelle pièce, donc prendre de la valeur justement. Et elle peut même gagner des fois des pions juste en passant. Également, effectivement, la prise en passant. Nous avons un connaisseur, et un fort joueur d'échecs français, qui était musicien aussi d'ailleurs, Philidor, a résumé en tout cas le potentiel du pion en disant que le pion est l'âme des échecs. Et je trouve que c'est une phrase très belle qui résume bien son potentiel. Pas besoin d'être grand pour avoir de la valeur, Philippe. Voilà. C'est votre phrase de conclusion. On ne peut pas continuer après cette magnifique phrase. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup Cyril Humeau. Je rappelle, demain à 14h50 sur France 3 via Steel, votre émission Échecs et Maths numéro 2. Merci beaucoup Yann. Merci Philippe. À vendredi. À vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis et de ne pas avoir perdu votre temps devant votre poste de télévision. À lundi 18h30 sur France 3 Corse via Steel. Comme à la fin du match échec.